Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Mylène qui souffre du syndrome d'Ehlers dans l'os. Après avoir eu un diagnostic de fibromyalgie, c'est en réalité un SED dont elle souffre. Nous avons abordé son parcours qui lui a permis d'avoir le bon diagnostic sur ses maux, mais aussi quelles étaient les démarches MDPH qu'elle a effectuées. Nous avons déjà dans certains épisodes abordé cette thématique-là, mais cette fois-ci, elle nous parle du refus qu'elle a essuyé et de la manière dont elle a pu y remédier en faisant appel de la décision. J'espère que cela pourra aider beaucoup d'entre vous qui se sentent perdus, surtout face à un refus. Parfois, malgré le découragement que cela suscite, il faut persévérer pour avoir gain de cause et une reconnaissance à la hauteur du handicap dont on souffre. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mylène. Bonjour. Bon, pour nos invités, pour nos auditeurs, il faut dire que ça fait 1 heure qu'on essaye de trouver la bonne qualité de son, de changer de micro, de changer de source. C'est ça aussi l'enregistrement à distance, c'est pas simple. Merci pour t'être plié à tous ces changements et ta patience. Avec plaisir. De toute façon, on est acharnés, on est obstinés, donc on y arrive. On finit toujours par y arriver. Exactement. Donc merci d'être là aujourd'hui et d'être encore là au bout d'1 heure. Je suis ravie de t'accueillir. Ça fait un moment qu'on cherche à enregistrer et donc voilà, on a eu quelques soucis techniques, mais nous y sommes. Oui, ça y est, nous y sommes enfin. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les pathologies dont tu souffres et les principaux symptômes de ces pathologies, s'il te plaît ? Oui, donc du coup je souffre de plusieurs pathologies, notamment le syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, le syndrome des ovaires polykystiques et des troubles neuroatypiques pas encore diagnostiqués. Donc les principaux symptômes du syndrome d'Ehlers dans l'os, ça va être l'hypermobilité généralisée avec des risques de luxation et subluxation, donc c'est-à-dire se déboîter les articulations tout simplement. C'est le symptôme le plus connu qui va générer forcément des douleurs, beaucoup de fatigue,
et aussi beaucoup de troubles associés, notamment la dysautonomie, donc c'est un mauvais fonctionnement du système nerveux autonome avec des pieds très froids, du mal à se réchauffer ou très chaud d'un coup. Donc ça c'est assez handicapant quand même. Et aussi des réactions allergiques assez anarchiques à style urticaire en fait. Donc ça, voilà, c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. Et pour le syndrome des ovaires polykystiques, ça va venir surtout jouer sur le cycle menstruel avec des troubles irréguliers, longs et très douloureux, des troubles de la fertilité, une hyperpilosité et aussi un risque de diabète de type 2 plus élevé à cause d'une résistance à l'insuline dont moi je suis atteinte. Donc c'est le stade de prédiabète en fait, tout simplement. Et les troubles neuroatypiques, je peux pas trop en parler pour l'instant parce que je ne suis pas encore diagnostiquée, toujours pas. On a des pistes, mais c'est compliqué du fait de mes autres pathologies. En fait, ça peut brouiller aussi le diagnostic et ça, on continue de chercher. Je vois plusieurs professionnels pour essayer d'avoir un mot sur tout ce qui se passe, mais c'est assez difficile même pour les professionnels en fait. Quand est-ce qu'ont commencé les premiers symptômes par rapport au SED ? Alors, en soi, il y en a toujours eu depuis petite, mais il passait assez inaperçu. C'est plus à l'adolescence où ça commençait vraiment à se voir, avec beaucoup d'entorses, quand même des douleurs assez fortes, et une grosse fatigue. Donc, ce qui m'a poussée à aller voir des professionnels qui m'ont diagnostiqué une fibromyalgie, mais sans pousser beaucoup les investigations finalement. Quand ils ont su que j'étais anxieuse, direct ils ont dit c'est la fibromyalgie et puis voilà. C'est un peu le classique malheureusement. Il y a des praticiens qui utilisent un peu la fibromyalgie comme un fourre-tout, ce qui n'est pas le cas. Et en fait moi les symptômes ont continué à empirer et ce qui a fait que cette étiquette a été retirée et j'ai eu le diagnostic du syndrome d'Ehlers-Danlos environ une dizaine d'années après les premiers symptômes en fait. Oui, c'est important ce que tu dis. C'est vrai que malheureusement, je le vois dans les témoignages ou dans toutes les personnes qui m'ont contacté ou même pour moi, le syndrome de fibromyalgie, il est quand même posé des fois assez rapidement quand on a enlevé les pathologies principales qui amènent à ce genre de douleur. Des fois à raison, la personne a vraiment cette pathologie-là, des fois à tort. Et je trouve que c'est quand même important qu'on réévalue régulièrement ce diagnostic-là, puisqu'on sait que dans certaines pathologies, comme la mienne par exemple, la spondylarthrite, il peut y avoir une conversion à l'imagerie positive des années après les premiers symptômes. Donc ça peut vraiment être intéressant. Notamment, là j'ai une connaissance dans mon entourage qui a eu le syndrome la maladie de la fibromyalgie qui a été diagnostiquée. Et 11 ans plus tard, après avoir écouté le podcast, elle est retournée consulter. Et en fait, elle souffrait bien d'une spondylarthrite. Les IRM étaient positives. Donc, mais elle n'y serait jamais peut-être retournée si on n'avait pas échangé toutes les deux et où je lui aurais dit, je lui avais dit à l'époque, franchement, c'est quand même très très proche des douleurs que je peux avoir. Ça pourrait valoir le coup de reconsulter. Et elle avait cette étiquette de fibromyalgie et donc finalement, elle ne cherchait plus. Elle vivait avec des douleurs quotidiennes très importantes qui n'étaient pas soulagées parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour la fibromyalgie. Et là, aujourd'hui, elle est enfin soulagée grâce à certains traitements du coup spécifiques à la spondylarthrite. Donc, là, toi, c'est le SED, mais c'est important des fois de ne pas hésiter, surtout si les symptômes évoluent, de retourner consulter pour faire réévaluer ce diagnostic-là. Ouais, c'est surtout quand il y a l'apparition de l'hypermobilité, c'est pas anodin, ou en tout cas quand elle empire, parce que normalement en vieillissant c'est l'inverse, on se raidit. Donc si en vieillissant on est de plus en plus hypermobile et qu'on est diagnostiqué fibromyalgique, moi je pense qu'il faut vraiment reconsulter. Et j'alerte même les praticiens, les kinés, les ostéos, tout ça, à quand même faire attention, au moins alerter sur ce syndrome-là qui est pas très connu finalement, alors qu'il y a beaucoup de gens qui en sont atteints. Comment ça se manifeste concrètement l'hypermobilité dans ton cas ? Ça va être des amplitudes articulaires qui sont plus élevées que la normale. Donc par exemple, je peux toucher mon bras avec mon pouce, je peux faire ça, j'ai les doigts qui peuvent aller dans l'autre sens, on va dire. Je peux joindre mes mains dans le dos, je suis un peu comme si j'étais élastique, il y avait pas de limite en fait dans les amplitudes articulaires finalement.
D'accord. Donc ça, c'est des choses toutes simples que les personnes qui nous écoutent peuvent faire si jamais elles ont un doute sur le fait d'avoir une hypermobilité. C'est d'essayer, voilà, de coller son pouce à l'avant de son bras, de joindre ses bras en prière dans son dos. Des petites choses comme ça qu'effectivement, moi, je suis incapable de faire. Donc, ça peut déjà, en tout cas, mettre la puce à l'oreille. Ça veut pas forcément dire tout de suite qu'on a un CED, mais en tout cas, c'est un élément à présenter lorsqu'on va consulter. Oui, c'est ça. Bah, en fait, il y a beaucoup de critères. Hein. Ces critères de New York ont été révisés en 2017. Mais il y a une partie qui est le test de Bayton et justement il évalue l'hypermobilité dont le pouce sur le poignet. Ça en fait partie. En fait, c'est plusieurs petits tests comme ça et il y a un score et ce score-là doit être quasiment au maximum pour valider le critère de l'hypermobilité. Mais après il y a beaucoup d'autres critères. Ça veut pas dire que si on a un test de Bayton pas à 100% que on n'a pas le CED. Il faut rester vigilant, mais en tout cas, les fibromyalgiques qui sont hypermobiles, il faut quand même consulter des praticiens. Ouais. Du coup, pendant ces 10 années, tu consultes de nombreux médecins. Ils te disent quoi, ces médecins-là ? Ils me disent que c'est normal d'être fatigué, qu'il faut que j'essaie de me reposer, de faire du sport. J'avais eu la mononucléose, on m'a dit c'est normal, ça peut rester longtemps la fatigue, donc j'ai attendu et puis finalement cette fatigue n'est jamais partie. Donc c'était plein de petites choses comme ça où c'était tout simplement l'anxiété en fait, que je me raidissais trop avec l'anxiété et que c'était le corps qui répondait quoi. Ok, donc toi tu intègres ça petit à petit? Oui, je me suis dit c'est tout, c'est la fibromyalgie, je dois faire avec et puis il y a pas de traitement, juste faire un peu de kiné, un peu de balnéo et puis voilà. Mais j'avais pas de réponse, mais au fond je sentais quand même que c'était pas ça. J'étais pas à 100% en accord avec ce diagnostic-là finalement. Je me suis dit que je devais apprendre à vivre avec, mais j'étais pas convaincue à 100% du diagnostic. En fait, je sentais qu'il y avait autre chose qui était là, et c'est ce qui m'a poussée quand même à consulter, plus tardivement, mais j'ai reconsulté d'autres praticiens. C'était quel praticien qui finalement a pu poser le bon diagnostic ? C'était un médecin de la douleur rhumatologue qui m'a diagnostiqué et en fait il s'était formé à cette maladie-là. En tout cas, il était averti du pré-diagnostic de cette maladie. D'accord. Et ça, c'est intervenu en quelle année ? C'était en 2020. Ouais, c'était pendant le Covid. Je me rappelle, c'était vraiment les tout premiers mois de Covid en fait, où j'ai eu ce rendez-vous avec ce médecin-là. Et j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous assez rapidement au centre de diagnostic à Paris, que j'ai attendu que 8 mois, mais c'était grâce au Covid en fait, parce que sinon j'aurais attendu plusieurs années. C'est environ 2-3 ans d'attente maintenant, les centres de diagnostic. Qu'est-ce que ça a changé pour toi quand il est venu poser le diagnostic du CED ? Je me suis dit, ça y est, on a enfin compris ce qui se passait. C'est la première chose que je me suis dit. Je suis sortie de la clinique et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça y est, on sait enfin. Et en fait, pour eux, ça a été très rapide. C'était évident. Je cochais quasiment tous les critères et c'était vraiment. Ils se sont dit pourquoi j'ai pas été diagnostiquée avant. Et tout ça parce que j'avais fait face à des praticiens qui connaissaient pas la maladie, donc ils pouvaient pas y penser. Forcément. Ça, c'est un centre spécifique du dépistage du CED ? Oui, c'est ça. En fait, le CED en France, il est catégorisé comme maladie rare. Il risque d'en sortir dans quelques années parce qu'en fait, c'est sous-diagnostiqué tout simplement, malheureusement. Mais pour l'instant, on est encore dans la filière maladie rare, ce qui fait qu'on est obligé d'aller en centre de diagnostic référencé. Et il y en a au moins un par région, normalement, en France. Mais alors, si tu vas dans un centre spécifique, c'est que toi, tu as déjà cette intuition que tu as cette pathologie-là ? Oui, c'est ça. Il faut avoir une suspicion de syndrome d'Ehlers-Danlos pour être envoyé en centre de diagnostic. Et ça, c'est venu grâce à tes recherches ou c'est un médecin qui t'avait déjà parlé de ce diagnostic-là ? C'est le médecin algologue rhumatologue que j'ai vu qui m'en a parlé, en fait. Mais sinon, j'en avais jamais entendu parler du tout, même en cherchant sur Internet, comme on fait tous. Je trouvais même pas cette maladie-là, en fait. Tu disais que tu avais beaucoup de subluxation ou de luxation. Et ça, pareil, ça n'alertait pas du tout pendant ta jeunesse, ton enfance ?
Quand j'étais plus jeune, j'avais surtout des entorses, mais des subluxations, ça arrivait quand même plus tard. En fait, c'est au fur et à mesure que je fasse des entorses, j'ai encore plus distendu mes ligaments et mes tendons, et ce qui fait que du coup, maintenant, ça subluxe, voire ça se luxe quelquefois. D'accord. Tu as eu une prise en charge. Qu'est-ce qu'on t'a proposé quand on t'a posé ce diagnostic-là sur tes douleurs? Alors pour la douleur, c'est des médicaments antalgiques assez basiques. Souvent on nous donne de l'acupan parce qu'il n'y a pas de dépendance, donc c'est pas mal, mais normalement c'est pas utilisé pour la douleur chronique. Donc c'est en fait dans le CED on nous donne souvent des médicaments avec un usage hors AMM. C'est pas normalement prescrit pour ça, mais on nous le prescrit parce qu'on sait que sur certains ça répond bien. Donc on a souvent ça. Donc l'AMM, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, et donc il y a des préconisations très spécifiques. Et donc c'est intéressant que tu viennes dire que certains médicaments ne sont pas en première intention donnés pour ce type de douleur-là, mais que ça a un effet en tout cas pour toi. Oui, c'est ça. Et l'AMM, en fait, c'est décidé par les autorités de santé en France, donc ça dépend des pays. Et des fois, vu que les pays communiquent entre eux sur les médicaments, on finit par avoir l'indication qui est utilisée depuis des années dans d'autres pays, on finit par l'avoir en France. Et je pense notamment à l'acupan, on l'utilisait, en fait, c'est des ampoules qui normalement sont injectables. Et en fait, nous, l'usage hors AMM, c'était le fait de le boire, de pas l'injecter en fait. Donc c'était vraiment affreux parce que c'était très amer, mais on devait le consommer comme ça. Et là, il y a pas très longtemps, ils ont enfin autorisé l'acupan en comprimé qui existe depuis des années aux États-Unis. Ils l'ont enfin autorisé en France et on l'a que depuis quelques mois en fait. C'est bon à savoir parce que moi on m'en a souvent donné, et effectivement je le buvais, mais après c'est vrai que ça laisse un goût très âpre, c'est vraiment pas bon. C'est intéressant ce que tu dis, oui. Ouais. Donc voilà, ouais. Donc du coup, il y a d'autres traitements aussi, notamment les vêtements compressifs. En fait, c'est le seul traitement actuellement qui est vraiment spécifique au CED. Donc c'est des vêtements qui sont sur mesure, à refaire tous les 6 mois, et ils vont venir vraiment en fait appuyer sur la peau pour envoyer des messages à nos capteurs proprioceptifs. Donc c'est ce qui nous permet de nous repérer dans l'espace, parce qu'ils sont défaillants du coup dans le CED. Et ils viennent appuyer sur les capteurs, ça nous permet aussi d'éviter de se subluxer ou de se luxer des articulations. Et on peut avoir un gilet manche longue, manche courte. En fait, c'est personnalisé vraiment à 100% en fonction de nos contraintes, et c'est gilet, pantalon, chaussettes, gants, on a vraiment la totale. Donc c'est pas très glamour, mais par contre ça aide plutôt bien quand même pour soulager les symptômes, mais aussi certaines douleurs finalement elles sont apaisées grâce à ça. Donc voilà, on a ça, et puis après c'est kiné, balnéo, voilà, toutes ces petites choses là. Aussi l'oxygène qui est utilisé pour lutter contre la fatigue en fait. Et aussi parce qu'on respire pas très bien finalement. Vu qu'on n'a pas confiance de notre cage thoracique, en fait on fait des blocages tout le temps, et du coup on est quasiment en apnée les 3 quarts du temps. Et donc venir ramener de l'oxygène, ça redonne un peu d'énergie au corps pour repartir mieux. Et moi à chaque fois que je prends l'oxygène, j'ai l'impression d'être rechargée comme un téléphone en fait, qu'on me branche, et je me dis je me branche à mon oxygène et je suis rechargée. Ok, ouais, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais on en avait parlé dans l'épisode de Louise, et c'est vrai que c'est bon à savoir si ça peut soulager, ne serait-ce que sur le moment. C'est déjà quelque chose à prendre, quoi. Ouais, tout à fait. Quelle a été la réaction de ton entourage face à ce bon diagnostic cette fois-ci? Étonnamment, il y a pas trop eu de réaction en fait, parce que je pense qu'ils s'inquiètent beaucoup, et du coup ils n'en parlent pas. C'est un non-sujet, mais je pense que c'est surtout de l'évitement en fait, parce que ça leur fait peur, vu qu'ils voient mon état se dégrader quand même au fil des années. Je pense qu'ils veulent pas en parler parce qu'ils seraient face à trop de peur, d'angoisse vis-à-vis de ma santé. Donc du coup ils en parlent pas du tout, mais par contre ils sont quand même là pour moi si j'ai besoin, par exemple qu'on me porte un truc, qu'on m'aide de déplacer du matériel médical ou autre. Ils sont toujours là pour m'aider par contre. Tu disais que justement malgré le diagnostic, ton état se détériore. Oui, c'est le jeu malheureusement du CED, c'est souvent en se dégradant en fait au fil des années, vu que on fait que se blesser, donc on empire l'état de nos articulations,
Et pour ma part, ça s'est aggravé suite à des troubles immunitaires où j'ai fait une deuxième mononucléose, normalement, ce qui n'est pas possible. Mais je l'ai faite et en fait, du jour au lendemain, je ne savais plus marcher. Mon corps était épuisé et j'ai dû réapprendre à marcher progressivement. Et là, j'alterne encore un fauteuil roulant motorisé, déambulateur, béquille ou rien. Ça dépend. Ça dépend des jours en fonction de aussi la distance que je dois parcourir et de mes douleurs. Ok. À quel moment dans ton parcours tu commences à enclencher les démarches MDPH ? Après que j'ai eu le diagnostic, je me suis posé la question et j'ai eu du mal à me sentir légitime en fait. Je me disais oui j'ai cette maladie-là, puis je suis encore sur mes deux jambes et puis je peux encore un peu travailler, donc il y a pas besoin. Et en fait j'ai commencé à avoir des grosses dégradations dans les 6 mois qui ont suivi mon diagnostic, avec surtout des douleurs neuropathiques. Donc ça peut prendre différentes formes, mais ça peut être des décharges électriques, des brûlures, des picotements, toutes ces choses-là. Et en fait j'ai commencé à en avoir dans les mains. Et je ne pouvais plus du tout me servir de mes mains, en fait, tellement ça me faisait mal, ça me brûlait, j'avais l'impression que mes mains étaient dans le feu. Donc heureusement, je suis soulagée grâce à un traitement maintenant. Mais en fait, là, je me suis dit, on ne sait jamais si ça se dégrade de plus en plus, comment je vais faire si j'ai pas de reconnaissance MDPH, en fait. Donc c'est là que j'ai commencé du coup à créer le dossier. J'en ai parlé à ma médecin traitant et elle m'a dit qu'il fallait que je le fasse parce que des fois ça pouvait aller très vite, les dégradations en fait. Est-ce qu'il y a une ALD de proposer pour la maladie du CED ? Non, le CED ne fait pas partie des 30 ALD reconnus, mais on peut demander l'ALD hors liste, donc c'est pas pour une pathologie spécifique, mais on justifie que notre pathologie coûte beaucoup d'argent et nécessite beaucoup de soins, donc généralement c'est accepté, mais il faut bien avoir un diagnostic en centre de référence parce qu'il y a certaines CPAM, donc les sécu, qui refusent les demandes d'ALD pour le CED si on n'est pas diagnostiqué en centre de référence. Par exemple, si c'est un médecin libéral qui est spécialiste du CED, ça peut très bien exister. Ils refuseront. En fait, faut vraiment passer par le centre de diagnostic. Après, des fois, ça passe sans. Mais j'ai connaissance qu'il y a beaucoup de CPM qui refusent si c'est pas un centre de référence. Oui, malheureusement, ça n'est pas égal en fonction de la région, la prise en charge de ces pathologies-là, comme la fibromyalgie d'ailleurs. Et comme tu disais, pour le centre de référence, il peut y avoir plusieurs années d'attente, donc ça peut vraiment retarder la prise en charge, en tout cas l'ALD. Oui. Donc toi, tu as fait cette démarche-là, et donc les premières démarches que tu as faites au niveau de la MDPH, c'était quoi ? J'ai tout de suite demandé la RQTH, donc la reconnaissance de travailleurs handicapés, pour être protégée dans mon travail. Si j'avais besoin d'aménagement, l'employeur ne pouvait pas refuser, il était obligé d'accepter ces aménagements-là. Donc ça, c'était vraiment la priorité. Et j'ai demandé aussi l'AAH, donc c'est l'allocation adulte handicapé. C'est une aide qui permet de combler le revenu si on a une baisse d'activité du fait de notre handicap. Donc ça, je l'ai demandé aussi dans le même sens que pour la RQTH en fait, pour si j'avais un souci que je puisse être un peu avoir une roue de secours, on va dire. Et du coup, pour ce premier dossier-là, donc c'était en 2021. Juste, je me permets l'AAH parce que je connais pas bien justement. Tu dis que c'est pour combler éventuellement, c'est-à-dire que tu peux travailler. Et s'il y a des mois où tu ne travailles pas, là, tu viens avoir le complément de l'AAH, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, c'est proportionnel par rapport à nos revenus. Il y a un plafond qui est de 1016 € actuellement. Donc, si on ne travaille pas du tout, on n'aura pas plus que ça. Mais si on travaille, par exemple, un mi-temps, ça peut venir compléter, du coup, pour avoir un salaire à peu près convenable, quoi. Et après, il y a des plafonds en fonction de combien on gagne dans notre salaire. C'est calculé par la CAF, en fait. C'est accordé par la MDPH, mais c'est la CAF qui verse l'AAH. Mais c'est intéressant parce que tu vois, moi, j'étais persuadée que quand on avait l'AAH, on ne travaillait plus. Bah non, en fait, c'est fait pour justement pouvoir encore travailler. On a le droit de travailler, c'est pas comme certaines pensions d'invalidité où il y a plusieurs niveaux et il y a un niveau où on ne peut pas du tout travailler. Là, avec l'AAH, on peut encore travailler justement. D'accord. Donc excuse-moi, du coup, je t'ai coupé pour cette précision-là, mais tu fais d'autres demandes en même temps ou tu t'arrêtes là pour la première demande ? Non, j'ai fait que cette demande-là. Vu mon état dans lequel j'étais en 2021, ça ne nécessitait pas plus que ça.
Donc j'ai fait la demande de RQTH et d'AAH et les RQTH a été accepté tout de suite et l'AAH par contre a été refusée. Ils t'ont expliqué, ils te donnent un motif dans ces cas-là ou même pas? Non, oui et non, ils donnent pas de motif précis. En fait, c'est plus une catégorie de motifs de refus. Et en fait, l'AAH, il faut soit être en incapacité de plus de 80%, je dis pas de bêtises, ou alors être entre 50, non, c'est 79%, je crois. Ouais, entre 50 et 79% de handicap et avoir une restriction à l'emploi, c'est aussi accepté pour l'AH. En fait, il y a deux profils qui peuvent avoir l'AH. C'est soit on est handicapé à plus de 80%, soit on est entre 50 et 79% et on a une restriction à l'emploi. Il faut vraiment cocher le critère de restriction à l'emploi. Et moi, c'est ce que j'avais pas réussi à montrer suffisamment, donc ils ont dit que je n'avais pas cette restriction. Donc du coup, ils ont refusé, en fait. Les restrictions, est-ce que tu peux donner des exemples concrètement? C'est quoi quand on parle de restriction à l'emploi? En fait, c'est tout simplement discrimination à l'embauche, par exemple. Si on dit qu'on a une RQTH, on a déjà moins de chances d'être embauché. Ça peut être aussi, on est obligé de travailler en mi-temps et il y a pas beaucoup de postes en mi-temps. Ça va être, on peut pas faire des postes trop physiques, donc du coup, ça réduit aussi la marge de postes possibles. En fait, c'est toutes ces choses-là qui font que par rapport à quelqu'un de pas handicapé, De valide, ou de valide, voilà, on peut pas occuper autant de postes que eux, donc c'est une forme de différence qu'ils prennent en compte. Alors je me permets de préciser, pour la RQTH, on n'est pas obligé légalement de dire qu'on a une RQTH au moment de l'embauche. On peut le dire après, comme ça évite de faire une barrière. En revanche, c'est vrai que si d'office on a des restrictions ou que ça se voit ou que on est obligé de dire moi je pourrais pas faire à temps plein, etc. Bon, là forcément on est obligé d'en parler. Mais c'est pas une obligation légale en tout cas d'en parler à son employeur au moment de l'embauche. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qu'on peut garder pour nous. On n'a vraiment aucune obligation de le dire. C'est pas déclaré. L'employeur ne peut le voir nulle part. Voilà, c'est vraiment à nous de décider quand est-ce qu'on l'utilise. Du coup, quand tu as ce refus-là, est-ce que tu vas persévérer pour recommencer une demande, réitérer la demande? Oui, du coup, j'ai fait un recours administratif préalable obligatoire, le RAPO. Donc, c'est la première étape de la contestation. Ça peut aller après au tribunal administratif, mais on est obligé de faire le RAPO dans un premier temps. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de le faire parce que, en fait, quand ils ont avancé le critère de restriction à l'emploi, j'ai relu mon dossier. Je me suis dit, mais en fait, je leur ai pas assez montré que je pouvais pas accéder à plein de postes, en fait. Et c'est ça le souci souvent dans nos dossiers MDPH, c'est que on n'en raconte pas assez, on se rend pas compte que la personne qui va lire notre dossier ne nous aura pas forcément en face d'eux et ne nous connaît pas et ne sait pas tout ce qu'on vit à l'intérieur de nous en fait. Et ça c'est le premier conseil que je donne aux personnes qui font des dossiers MDPH, c'est vraiment de le lire comme si on ne se connaissait pas, comme si on lisait le dossier de quelqu'un et voir si on comprend bien les problématiques de la personne. Moi, j'ai entendu ce conseil de carrément décrire une journée de A à Z, du lever au coucher, et même la nuit, s'il y a des choses à dire sur comment se passent les nuits, et de vraiment dire, voilà, quand je dois me lever, je mets tant de temps à me lever parce que j'ai telle douleur à tel moment, je mets tant de temps à me laver parce que j'ai telle douleur quand je me lave ou quand je vais aux toilettes ou à m'habiller. Aller vraiment dans des détails où peut-être on le vit tellement au quotidien que on se rend même plus compte de l'effort que ça nous coûte ou du temps que cela nous prend. Mais comme tu dis, c'est pour vraiment que la personne comprenne de A à Z, c'est quoi le quotidien de la personne. C'est quoi son vécu. Ouais, t'as tout à fait raison et ça c'est un très bon conseil. Donner vraiment les gestes qui font mal, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut faire. C'est vraiment détailler le plus possible pour qu'ils saisissent vraiment l'entièreté du handicap qu'on a. Pour faire cette démarche, justement, il faut quoi? Il faut renvoyer un document, il faut faire appel avec une lettre recommandée. Comment ça se passe très concrètement pour faire appel de la décision? Alors, ça dépend des MDPH. Il y a certaines MDPH qui fournissent en ligne un formulaire tout près de RAPO. Moi, notamment, j'étais dans le Nord avant et il y a un formulaire tout près pour ça.
il y a certaines MDPH qui fournissent pas de formulaire tout prêt, donc on tape sur internet modèle RAPO, on en trouve assez facilement. Et donc c'est un formulaire où il demande notre numéro de dossier, nos coordonnées, tout ça, le motif pour lequel on conteste et qu'est-ce qu'on conteste. Parce qu'on peut par exemple demander 3-4 aides et puis en contester qu'une seule. Donc il faut préciser ça. Il faut faire la liste des documents conjoints à la nouvelle demande. En fait, c'est un ajout dans notre dossier, c'est pas tout un nouveau dossier à remonter. Et on rajoute des pièces si on peut pour justifier ce qu'on apporte en plus. Donc il y a un petit encart pour expliquer pourquoi on conteste. Moi, je conseille de faire sur une feuille blanche à côté pour bien détailler, rajouter tout ce qu'on veut, parce que c'est pas limité en fait. Le cadre fait penser que c'est limité, mais c'est pas du tout limité. On peut mettre autant de pièces qu'on veut. Ok, ça c'est important de le dire aussi, parce qu'effectivement, moi pour avoir déjà rempli des dossiers, des fois il y a vraiment un espace de 10 centimètres pour écrire. Quand on veut raconter une journée entière avec son lot de douleurs, c'est rarement suffisant. Donc du coup, faut pas hésiter à mettre des documents annexes sur une feuille blanche, comme tu le dis très bien. Ouais, c'est vraiment important de pas se limiter en termes de contenu, parce qu'il faut justement rapporter plus de contenu qu'on peut montrer. Donc tu envoies ce document-là de contestation. Quel est le retour que tu as ? Le retour, je l'ai eu assez rapidement parce qu'ils sont obligés de nous répondre sous 2 mois. Et moi, j'ai eu la réponse sous 1 mois et demi à peu près. Et c'était accordé. Au final, ils ont changé d'avis et ils m'ont accordé la hache pour 2 ans du coup. Donc j'étais assez surprise parce que je me suis dit bon, je vais devoir aller au tribunal, ou alors je laisse tomber. Je ne savais pas trop, mais je m'attendais presque pas à ce que ce soit accepté. Et en fait, j'avais réussi à montrer suffisamment que j'avais des restrictions à l'emploi. Et même, par exemple, ma médecin avait fait un courrier aussi pour appuyer ma demande. Elle disait qu'elle n'était pas d'accord avec leur décision, et que j'étais handicapée sur plein de gestes, sur des postes que j'ai déjà fait, que j'avais testé des temps partiels et que c'était trop compliqué encore. Voilà, faut vraiment amener des éléments aussi concrets du vécu, de les difficultés auxquelles on de ce que tu as mis en place. Oui, aussi, ouais. C'est ça, et aussi de ta motivation à quand même retrouver un emploi et à travailler, et face à la réalité de ce que ça représente, l'impossibilité pour toi actuellement, en tout cas au moment où tu écris cette demande-là, de retravailler. Ouais. J'imagine qu'avoir un médecin derrière soi qui apporte un courrier, c'est quand même un plus dans les dossiers. Oui. Généralement, la MDPH le prend fortement en compte quand même. Il s'appuie beaucoup sur les courriers des médecins parce que ils ont eu un fort poids en fait dans les décisions médicales forcément. Et du coup, si eux reconnaissent notre handicap, forcément eux ne peuvent pas le contester. Tout à fait. Ok. Par la suite, est-ce que tu as fait d'autres démarches ou tu t'es arrêtée sur ces 2 démarches-là ? J'ai fait cette démarche-là. Après, forcément, j'ai eu les renouvellements de dossiers. Du coup, j'en ai eu 2 depuis, vu qu'on m'avait apporté les aides pour 2 ans. Donc, j'ai fait un deuxième dossier en 2022, mais il y a eu des complications, des documents perdus, des pièces que j'avais pas données et qu'en fait on m'avait jamais demandé, plein de petites choses comme ça, et du coup mon dossier aussi avait été oublié. Donc il faut pas hésiter aussi à les appeler quand vous attendez la réponse de votre dossier, parce que le délai légal normalement c'est 4 mois. Il est jamais respecté, très clairement, parce qu'ils sont débordés en fait de demandes. Mais quand ça dure plus d'1 an, là, faut commencer à essayer de les rappeler quand même, demander où ça en est. Même au bout de 6 mois, lui faire un petit coucou, ça coûte rien, de manière très diplomatique et bienveillante, mais de dire voilà, j'ai déposé un dossier à telle date, je voulais savoir où ça en est. Parce que moi, j'avais appelé au bout de 8 mois et ils m'ont dit non, mais votre dossier il est pas dans la file pour être traité. Donc là, finalement, moi j'avais fait très en avance, parce que généralement je l'ai fait 1 an en avance, en fait, 1 an avant la fin des droits, parce que je sais que c'est très long, qu'il peut y avoir des soucis, des documents à demander, tout ça. Donc on m'avait dit oui, c'est un peu trop en avance. Moi j'ai quand même fait, j'ai décidé de l'envoyer quand même. Et finalement, j'ai bien fait, parce qu'au bout de 8-9 mois, j'avais toujours pas de nouvelles, et j'ai appelé et on m'a dit que non, il est pas dans la file, quoi. Donc du coup, ils ont réussi quand même à le faire passer en commission d'urgence, vu que j'arrivais en fin de droit, mais c'était compliqué, quoi. Et si on n'appelle pas, on n'aurait jamais su, quoi.
Donc ça, c'est important. Et donc j'ai fait, voilà, ce deuxième renouvellement était un peu compliqué. Et là, j'en ai refait un il y a pas très longtemps pour un renouvellement aussi. Du coup, j'avais anticipé très en avance. J'avais fait plus d'1 an en avance. Et j'ai eu la réponse au bout de 6 mois. Après, je suis dans une région qui est moins peuplée, donc les délais de réponse sont moins longs. Et j'avais demandé en fait les renouvellements du coup de la RQTH, de la H et des cartes de priorité et de stationnement parce que je les ai eues au deuxième renouvellement aussi. Et là, j'ai demandé de nouveau. Et je leur ai précisé que j'aimerais bien que ce soit attribué plus longtemps que 2 ans, parce qu'à chaque fois ils m'attribuaient 2 ans en fait. Et je leur ai expliqué que monter un dossier MDPH, moi ça me coûtait beaucoup trop d'énergie et que si c'était tous les 2 ans, ça veut dire que j'en fais un tous les ans, quoi, parce qu'il faut anticiper le renouvellement. Et et je leur ai expliqué que voilà, moi c'était trop pour moi parce que je ne pouvais plus rien faire d'autre que ce dossier-là quand j'étais dessus, quoi. Et au final, ça, je pense que ça a fonctionné parce qu'ils m'ont tout accordé pour 5 ans. C'est vrai que 5 ans, ça fait une nette différence. Hein. Ça veut Ouais. dire que tu as quand même du temps devant toi et aussi de pouvoir sortir de tout ça. J'imagine que même psychologiquement, émotionnellement, c'est de pas être dans l'expectative de est-ce que je vais avoir le renouvellement, est-ce que je ne vais pas l'avoir. C'est important pour aussi te projeter, puis peut-être, justement, comme tu le dis si bien, te centrer sur d'autres choses et puis peut-être mettre en place des choses qui te feront du bien à côté. Oui, c'est ça. Je me dis, je suis soulagée. Au moins, j'ai pas un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de savoir, peut-être que j'aurais plus du tout de revenus parce qu'en ce moment, je peux pas du tout travailler parce que les symptômes sont trop importants. Du jour au lendemain, je peux me retrouver sans rien du tout. Enfin, il y aurait juste le RSA, quoi. Mais on peut pas vivre décemment avec le RSA. C'est impossible. Donc, de se dire voilà, là au moins, je suis tranquille 5 ans. Je vais pouvoir avancer sur mes projets professionnels, mais à mon rythme. J'aurais pas la pression de forcer tout le temps et d'aller au-delà de mes limites et puis au final d'empirer mes symptômes. Parce que ça marche pas. Mais ce système-là nous impose un peu d'être comme ça si on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence, en fait. Oui, tout à fait. Quels seraient les conseils que tu aimerais donner à une personne qui veut se lancer dans les démarches MDPH ? Je dirais d'être très organisé dans la constitution du dossier déjà, de faire une liste des pièces jointes que vous voulez faire. Moi, j'avais fait une liste sur papier de tous les documents que je voulais joindre, de remplir tranquillement aussi le formulaire, parce que déjà, juste le formulaire fait une 20aine de pages, c'est déjà coûteux en énergie, donc pas tout faire d'un coup parce que sinon on va oublier des choses. C'est y retourner, relire et rajouter quelque chose et vraiment tout ce qui vous passe par la tête, il faut le mettre parce que ça peut être utile et utiliser, voilà, comme on a dit avant, mettre des feuilles supplémentaires si vous n'avez pas assez de place dans les formulaires. Vraiment faire comme si ça n'était pas vous et que vous lisiez un dossier de quelqu'un d'autre. Vraiment se dire que la personne ne sait rien de vous. C'est vraiment, je crois, la phrase à garder en tête tout le long du dossier. Vraiment pour mettre tout ce qu'il faut. C'est le plus important. Et aussi, si on a besoin d'aide de l'entourage, si c'est trop lourd pour nous, parce que émotionnellement, ça peut être difficile aussi des fois de vraiment raconter notre handicap et de se rendre compte que ouais, c'est quand même gros, quoi. Il y a quand même beaucoup de choses finalement et de le voir en face de nous, des fois ça peut être vraiment très compliqué émotionnellement, ce qu'on se dit mais c'est énorme en fait et on se rendait pas compte que c'était ça. Exactement, ouais. Aujourd'hui, quels seraient justement tes projets que l'on peut te souhaiter de se réaliser ? J'ai lancé mon entreprise en tant que sophrologue et j'aimerais bien que ça se développe de plus en plus, que j'arrive à maintenir un rythme suffisant. J'ai déjà des petits projets en cours aussi en tant que patiente partenaire. J'interviens à l'hôpital Lariboisière justement pour faire des ateliers de sophro. Donc je suis très contente. J'espère que ça va continuer et puis développer le partenariat patient. Ça me tient vraiment à cœur pour le coup vu que là je suis en fin de diplôme universitaire justement sur cette thématique-là. Donc patiente partenaire, c'est un DU que tu fais à la fac, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est avec la fac de Paris-Créteil, ils ont fait un DU en ligne justement, donc c'est que en visio pour justement fait pour les patients, pour qu'ils deviennent des patients partenaires. Donc vous avez peut-être déjà entendu plutôt le terme de patient expert.
Mais en fait, patient partenaire, c'est le nouveau terme qui a été validé, hein, parce que le patient expert, c'était pas le top pour un partenariat d'avoir un expert et un non expert. Voilà, c'était un peu déséquilibré la relation. Donc du coup, ils ont choisi le terme de patient partenaire et moi je fais SDU qui dure 1 an en visio. Où on a beaucoup de cours sur plein de thèmes différents. C'est pour ça que je connais beaucoup de choses, par exemple sur l'AMM, tout ça. On a des cours là-dessus, on a des cours sur le médicament, sur le système de santé en France, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, la Haute Autorité de santé, les sécurités sociales. Enfin voilà, on balaye tout ça. On a des cours en Mais santé c'est pas publique aussi. spécifique au CED. Non, c'est vraiment toute maladie confondue, même si voilà, on a des unités d'enseignement sur les maladies rares, tout ça, donc voilà, mais on a chacun des pathologies différentes, on a certains, on a les mêmes pathologies, mais c'est vraiment toute pathologie confondue, que ce soit physique ou mentale aussi. Ça touche à ça aussi. Et l'un des critères pour accéder à ce diplôme universitaire, c'est d'avoir une pathologie soi-même? On peut être aussi un proche de malades chroniques. Mais voilà, faut être touché de près ou de un peu plus loin par la maladie pour intégrer ce DU, ou alors d'être professionnel de santé. Et sinon, il n'y a pas de critère de diplôme obligatoire avant. Il faut juste avoir un projet en fait dans le partenariat de patients. D'accord. Et du coup, concrètement, si là, ça intéresse les personnes qui nous écoutent, ça ouvre quelle porte et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire derrière en tant que patient partenaire? Alors, le métier de patient partenaire, il est tout nouveau en France, même si il existe depuis des années dans d'autres pays. En France, ça commence, et en fait, il y a par exemple des CHU qui recrutent des patients partenaires dans les services pour aider justement les patients qui sont un peu perdus, que ce soit par exemple dans les démarches administratives, MDPH, tout ça, ou qui ont besoin de soutien tout simplement. Vu que les soignants n'ont pas beaucoup de temps, ça redonne un peu de temps de soins finalement aux soignants, et puis les patients ne sont pas délaissés par manque de temps. En fait, c'est un peu pour combler voilà, le manque de temps des soignants, et aussi partager les expériences qu'on vit en commun. C'est hyper intéressant et j'espère vraiment que tu vas pouvoir valider ton diplôme et puis que ça va te porter par la suite. Merci. C'est à quel moment que tu as rencontré la sophrologie et que tu as décidé de te former pour devenir sophrologue? Alors en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un médecin algologue, rhumatologue qui m'a mis sur la piste du CED. Il travaillait avec une sophrologue. C'est pas très courant, mais en fait, elle travaillait un peu pour soulager les patients en même temps pendant la consultation, pour les rassurer, et aussi elle l'aidait voilà, sur l'administratif quand elle avait du temps. Et ce jour-là, du coup, on a discuté aussi de la sophrologie, parce que je connaissais pas, et ça a un peu tiqué ma curiosité. C'est resté un peu dans le coin de ma tête. À ce moment-là, j'étais en licence de psychologie. Je me suis dit bon, je termine ma licence, voilà, on verra. Et en fait, pendant le Covid, j'y suis retournée à la sophro. J'ai vraiment poussé les recherches, j'ai essayé, et au final, je me suis dit mais ça me plaît trop. Donc à ce moment-là, j'étais à la fac de Lille en 3e année de psycho, et je me suis dit je vais faire le DU, parce que en fait il y avait un DU de sophrologie à Lille et c'est le seul en France. Sinon c'est en école privée la sophrologie. Et du coup moi j'ai dit je vais le faire, je suis à la fac de Lille, je vais faire en même temps. Je me suis mis ce défi-là, donc en 3e année de psycho j'ai cumulé avec la première année de DU de sophro, et j'ai réussi, j'ai eu les deux. Et en fait le DU, Bravo. merci. Et le DU, il est en 3 ans. Donc en fait, à la fin de ma licence en psycho, j'avais le choix de poursuivre en master ou pas. J'ai tenté quand même la candidature. J'ai été refusée parce qu'il y a une sélection très très dure en fait pour le master en psycho. Et finalement, je me suis dit c'est tout, c'est un peu le destin, on va dire, qui a choisi pour moi. Et du coup, j'ai fait que la sophro. Finalement, j'ai continué les 2e et 3e années de sophro. C'est vrai que tu n'es pas la première à me dire que tu as été refusée en master 1 ou voire même en master 2 de psycho. Je trouve ça quand même incroyable. Donc il y a vraiment des étudiants qui font 3 années de fac de psycho, qui valident leur licence et qui derrière ne peuvent pas poursuivre en master. Ouais, c'est ça. Ça c'est vraiment un gros problème, parce qu'ils acceptent beaucoup de gens en licence. Moi je sais que en 3e année on était encore 600 à Lille, et en première année on était 1500. Donc déjà il y a du tri quand même au cours de la licence, mais on reste quand même très nombreux en 3e année, et après
la suite logique, normalement, c'est le master de psycho. Et sauf qu'il y a une 15aine de places par spécialité. Et à Lille, par exemple, il y avait 10 spécialités. C'est incroyable. Et en sachant que n'importe qui en France qui a une licence 3 en psycho peut postuler n'importe où en France. Donc c'est énorme. Ça je sais. Et d'ailleurs, quand les gens se font recaler dans leur région, beaucoup partent pour aller trouver un master qui les intéresse malgré tout, mais dans une autre région. Mais c'est vrai que c'est fou parce que c'est un enseignement qui est public. Il y a effectivement pas de... Quand on est pris, on devrait, dans tous les cas, avoir une place, pas forcément dans la spécialisation qui nous plaît le plus. Finalement, comme l'internat en médecine, on fait son choix, on espère, on a un concours pour avoir la spécialité qui nous plaît le plus, et parfois on ne l'obtient pas. Mais au moins de pouvoir poursuivre ses études, parce qu'avec une licence de psycho, on ne peut pas être psychologue, on ne peut pas prétendre à travailler grâce à ça. Alors on peut avoir des équivalences, on peut aller dans d'autres masters probablement. Mais c'est quand même très compliqué, et ça, tu n'es pas la première à en parler, et je trouve que c'est un vrai problème en France au niveau des études, de Parcoursup, etc., qui bloquent énormément de jeunes et d'adultes aussi qui reprennent leurs études, qui ne peuvent pas continuer, en tout cas pas dans l'année qui suit la licence, en fait. Il faut réitérer l'année d'après, quoi. C'est ça. Il y a des personnes, par exemple, première sélection, ils mettent vraiment les masters qui veulent vraiment profondément, ça les attire, et puis ils sont refusés partout. Il y en a qui postulent vraiment dans toutes les villes en France, et ils sont refusés de partout, même avec un dossier vraiment pas médiocre, quoi. Et ils sont refusés partout. Ils tentent une deuxième année. Il y en a, ils vont même jusqu'à 3 années pour tenter la sélection. Donc ils font des petits boulots, tout ça pour vivre en attendant, quoi. Mais ça devrait pas être comme ça, quoi. Et moi, je me dis, heureusement que j'avais anticipé d'avoir un autre projet, du coup, avec la sophro, parce que sinon, je me serais retrouvée vraiment sans rien, quoi. C'est ça. Dans ta pathologie, la sophrologie, elle t'aide à quel endroit? Si des personnes qui souffrent de pathologies chroniques larges, mais aussi de SED, sont intéressées? Alors moi je m'en sers au quotidien pour moi. La sophro, je m'en sers pour les douleurs, surtout avant de m'endormir, parce que généralement quand je sens un peu toutes les douleurs accumulées de la journée, c'est un peu difficile, et du coup ça j'utilise des techniques pour m'endormir. Et aussi je m'en sers, par exemple, je suis passée plusieurs fois au bloc où j'avais une anesthésie locale, pour être pas trop angoissée ou autre, je m'en sers aussi. Pour les gestes douloureux, les piqûres, tout ça, je m'en sers. Pendant les IRM, je fais des séances de sophro. Ça passe beaucoup plus vite. Mais c'est vraiment un outil hyper intéressant, et j'accompagne justement beaucoup de malades chroniques. Moi, je me suis spécialisée vraiment dans l'accompagnement des malades chroniques, et j'ai des plutôt bons résultats quand même avec les personnes que j'ai accompagnées. Je partagerai ton compte pour que les personnes qui sont intéressées puissent te contacter. Puisque beaucoup de personnes qui écoutent évidemment souffrent de pathologies chroniques, et ça peut être bien une nouvelle découverte peut-être pour eux, la sophrologie, et les aider en tout cas à diminuer les douleurs d'un point de vue je sais pas comment on dit, sophronique, en tout cas l'état sophronique qui peut aider justement à mieux vivre avec les douleurs. Oui, c'est ça, c'est surtout on apprend vraiment à vivre avec. Parce que plus on lutte et plus on les sent, en fait, les douleurs. C'est vraiment un cercle vicieux, mais la sophro, c'est vraiment apprendre à les gérer pour mieux vivre avec. C'est vraiment le but de la sophro, en tout cas dans le cas des douleurs. Merci beaucoup, Mylène, pour tout ton parcours que tu nous as expliqué, et puis j'espère que des personnes se saisiront de tout ce que tu as pu apporter pour lancer leur démarche MDPH et améliorer leur qualité de vie aussi grâce à la sophro. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci encore, Mylène, d'avoir accepté de partager ton histoire, ton expérience et tes connaissances sur les démarches MDPH. J'espère que tous ces conseils partagés pourront vous aider dans vos propres démarches, chers auditeurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur la sophrologie, n'hésitez pas à contacter Mylène sur son compte Instagram, que je mettrai en lien sur la publication de son épisode. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram. Un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.